donc nécessaire de s'interroger, au temps des GAFA, sur le droit de propriété des données. Et vraiment, j'insiste sur la notion de droit de propriété. On ne demande pas qui possède la donnée, parce que ça, c'est un peu un lieu commun. Nous sommes possesseurs de nos données. Mais vraiment, j'entends, je le prends sous le prisme du droit. Est-ce qu'il y a un droit? Est-ce qu'il devrait y avoir, parce qu'il n'y en a nulle part dans le monde aujourd'hui, un droit de propriété sur les données personnelles, en sachant qu'il y a déjà un droit de propriété sur les databases. Quand les entreprises agrègent les datas, ensuite, ces bases de données sont, elles, soumises au droit de propriété intellectuelle, elles peuvent faire l'objet d'un commerce. Mais le producteur de la matière première, donc le citoyen utilisateur de plateforme, lui, livre sa data sans en tirer aucune valeur, sinon cette gratuité, on peut se demander si elle n'est pas un peu factice, surtout c'est une gratuité qui n'est pas négociée, c'est une gratuité qui ne fait pas partie d'un mécanisme de transaction, de contrat, ni bien sûr de négociation. Et donc, on pourrait répondre, comme l'a un peu fait Jean Tirole dans son économie du bien commun, il a un passage sur la patrimonialité des données, parce que c'est un vieux thème, on ne l'a pas inventé, on l'a simplement, dans le think tank que je dirige, remis au goût du jour, et on a publié un gros rapport avec des juristes et des techniciens de la blockchain sur ce que pourrait être un droit de propriété, mais il y a des gens qui travaillent ça depuis longtemps, aux États-Unis notamment, Jaron Lanier. Et donc, on pourrait me dire, oui, mais bon, il y a une forme de mécanisme d'échange, puisque vous avez accès à des services, vous êtes retargeté par la pub, et vous donnez vos données en échange. Quoi, je réponds, c'est un contrat tout de même un peu léonin, d'abord parce que vous cliquez sur des terms and conditions que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas lire, puisqu'on estime qu'il faudrait 2 ou 3 mois à un Américain moyen pour lire l'ensemble des terms and conditions qu'il accepte chaque année, et je ne parle pas de les comprendre ni de les négocier. De sorte que le vrai scandale de Cambridge Analytica, comme le vrai scandale de l'histoire de la manipulation des émotions par Facebook il y a un an, c'est pas tellement l'affaire elle-même, c'est le fait que ça soit parfaitement légal. Et c'est la défense tout à fait justifiée de Facebook. Il dit, mais nous avons le droit de le faire, puisque l'utilisateur a cliqué dans ces terms and conditions sur le fait que nous avons le droit d'utiliser, qu'il nous cède ces datas à des fins de recherche. Donc Cambridge Analytica faisait partie, et je crois que Facebook n'est pas inquiété sur le plan pénal, je trompe peut-être, mais... Voilà, donc c'est un problème de droit, c'est un problème économique, puisque les données personnelles sont évaluées à 8% du PIB européen d'ici 2020, 1000 milliards d'euros. Ce sont des sommes absolument vertigineuses, gigantesques. C'est un marché énorme qui aujourd'hui n'existe pas, qui n'est pas matérialisé, puisque nous sommes encore dans une phase de troc pré-capitaliste, et il serait légitime de convertir ces datas en capital, et en capital personnel. Et puis, troisièmement, il y a un argument culturel très fort, puisque cette filter bubble que l'on dénonce, le fait que nous soyons prisonniers de bulles et que finalement l'Internet nous donne toujours à voir ce que nous voulons voir, à entendre ce que nous voulons entendre, à sentir ce que nous voulons sentir, vient de cette collecte massive de données qui nous enferme dans nos propres convictions, qui nous renforce dans nos biais à travers les algorithmes, et que donc reprendre le contrôle sur les datas, en reprendre la propriété, c'est aussi une manière de les répartir de manière beaucoup plus autonome entre nos différents champs d'intérêt.